Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver et bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait le décryptage de l'actualité de la semaine. On est très souvent accompagné des confrères journalistes, des spécialistes, des invités qui s'y connaissent sur les sujets abordés sur ce plateau, tout simplement pour pouvoir faire un décryptage assez succinct. On regarde généralement ce qui se passe dans le pays, en sous-région et à l'international. Aujourd'hui, le plateau Entretien Brut est 100% hommes-femmes de médias. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Baba Sissouma. Il est journaliste de sport. Il est le directeur général de Maliba TV1. Baba, bonjour. Bonjour, bonsoir Fadima. Très heureux d'être là. Bienvenue sur ce plateau. Avec plaisir. Merci de ta disponibilité surtout. Quand vous voudrez. Bien. Deuxième invité sur ce plateau, aussi un confrère journaliste, comme je le disais, 100% journaliste aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Souri Ibrahim Maïga. Il est journaliste, coordinateur du groupe Média Renaissance. Il est également le secrétaire permanent du Forum panafricain des médias. On en parlera sur ce plateau. Souri, bonjour. Bonjour Fadima. Vous allez bien? Très bien. Ça va, ça tient? Ça va, on tient. Merci de votre disponibilité sur ce plateau. Téléspectateurs, sans plus tarder, je vous donne les titres. On a en premier sujet FEMAFOOT, nouveau président du comité exécutif. Deuxième sujet, on a première édition du Forum panafricain des médias. Et en sujet régional, ça va être notre troisième sujet. On a la visite du président en exercice de l'Union africaine au Burkina Faso. Sans plus tarder, on prend notre premier sujet. FEMAFOOT, la FEMAFOOT a un nouveau président depuis la date du 16 avril. Voilà, un nouveau président qui a vraiment une tâche énorme, je crois bien. Baba, vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision, de détails. Comment s'est déroulé, par exemple, les élections, à ce que finalement on n'a qu'un seul candidat, hein, je crois. Oui, il y avait un seul candidat retenu. Sinon, au départ, il y a eu 4 candidats. Les 3 ont été recalés. Donc, leur candidature rejetée pour manque de documents. Donc, exactement, manque de parrainage. Le seul candidat retenu s'appelle Mahazou Di Baba Sissé, président de FC Malikoura, club de Ligue 1 Pro Orange, et promoteur de l'académie de football qu'on appelle ABM Foot Academy. Donc, il était seul en lice, il a fait sa campagne, il a été élu à 95,83%. Sur les 72 votants, 69 ont voté pour lui. Il y a eu une personne qui a voté non, et il y a eu 2 abstentions. Et voilà, c'est une sorte de plébiscite pour Mahazou Baba Sissé, qui hier, je vais parler de mardi 21 avril, a été installé et il a commencé à exercer son mandat de 4 ans. Est-ce que vous trouvez que cette élection a été démocratique? Parce qu'il y a quand même les malheureux candidats qui finalement, leurs candidatures n'ont pas été validées, qui ont quand même un petit peu fustigé, notamment Madame Diallo, si je crois bien, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est démocratique ici? Qu'est-ce que la démocratie? C'est le respect des textes. C'est d'abord ça la démocratie. Les textes disent que pour être candidat, il y a des documents à fournir. Et au-delà de ça, il y a un parrainage. Le parrainage, pour être président du comité exécutif de la FEMAFOOT, c'est d'avoir au moins 7 membres statutaires. Et parmi ces 7 membres statutaires, il te faut 5 clubs de Ligue 1 professionnelle et 2 ligues régionales. Au Mali, on a 14 clubs professionnels, 9 ligues régionales. Donc, dès le départ, on sait qu'on ne peut pas avoir plus de 2 candidats. Parce que pour les clubs professionnels, il y a 14 et on doit avoir 5 pour se parrainer. Pour les ligues régionales, il y a 9, il faut avoir 2. Donc, si toi tu as 5 clubs professionnels, moi j'ai 5, Maïga lui, il peut avoir que 4. Donc, il va être déjà exclu. C'est démocratique, les données sont connues d'avance. Et pour, quand il y a eu l'appel à candidature, le candidat Mahazou Baba Sissé a tout de suite eu 13 clubs professionnels qui l'ont parrainé. Après,
le 14e club est arrivé. Donc, il a eu le parrainage de 14 clubs professionnels. Donc, il a tué l'élection démocratiquement et selon les textes. Et sur les 9 ligues régionales, il en a eu 7. Alors, on peut dire que ce n'est pas démocratique? D'accord, c'était juste une question, hein, mais en tout cas, il a eu C'est juste une réponse. Un score assez énorme. Je me tourne vers mon confrère Souris qui a dû regarder ça de quand même très près, hein, parce qu'on sait tous ces déboires de la FEMAFOOT. On a vu ce qui a été la finalité du comité sortant, ou bien le comité qui a carrément jeté l'éponge avant qu'on en arrive là. Votre analyse par rapport à ça? Alors, n'étant pas un fin observateur du football, mais en tant que journaliste, le regard extérieur que j'ai, c'était de dire qu'il était quand même temps, de tourner cette page au niveau de la FEMAFOOT, un président qui physiquement n'est pas présent. Donc, du coup, le fonctionnement de la FEMAFOOT même interrogeait beaucoup. Alors, sur 22 millions de Maliens, pour quelqu'un qui malheureusement a été privé de liberté, je crois qu'on doit pouvoir trouver les mécanismes pour le remplacer, et c'est ce qui a été fait. Et félicitations à M. Cissé, et on lui souhaite un très bon mandat. On lui souhaite un très bon mandat. Il y a des dossiers, M. Baba Sissouma plutôt, pardon. Il y a des dossiers qui l'attendent déjà sur la table. Il faut notamment donner une certaine force au football malien. Naturellement. D'abord, il a fait sa campagne sur 11 axes qui sont de premier plan. 11 axes comme 11 joueurs titulaires des matchs de football. Et parmi les 11 axes, il y a des axes qui sont prioritaires, comme l'unification du monde du football, le développement des sélections nationales, c'est-à-dire donner plus de visibilité à nos sélections nationales, former les arbitres et les mettre dans le professionnalisme pour que les arbitres soient dans les meilleures conditions pour siffler sans état d'âme et mettre en avant le football féminin, une formation des entraîneurs de football féminin, entre autres. Même la presse est concernée. Donc, sur ces schémas, il a été élu, il a fait une campagne bien civilisée, il a rencontré pratiquement tous les membres statutaires, c'est-à-dire ceux qui votent. Ils sont en tout 77 qui votent. Il y a les clubs professionnels, il y a les ligues régionales, il y a les champions D2 et il y a les groupements sportifs. Donc, s'il a été plébiscité, vous l'avez dit, il y a du chemin à faire, il y a du grain à moudre. Et déjà, mardi 21 avril, il a reçu les clés de la maison. Donc, il y a eu cette passation de charges et ce mercredi, il a eu sa toute première réunion avec les membres de son bureau. Donc, c'est déjà les urgences qui sont là. Il n'y a que des urgences. Comment faire pour sortir le football de ces guéguerres? Vous savez, les textes sont nombreux. Chacun tire la couverture sur soi. Il faut harmoniser. Il faut qu'il n'y ait plus d'équivoque pour dire un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Souvent, on confond le chien et le chat dans la même phrase. Donc, ça, c'est les techniques des juristes. Il faut que ce soit en français facile pour que tout le monde comprenne. Donc, Mazou Baba Cissé commence son mandat. Il sait qu'il y a du boulot, mais sa chance, c'est que ce monsieur est considéré comme un monsieur, entre guillemets, neutre, qui n'a jamais participé à une ligue régionale, qui n'a jamais connu un comité exécutif de la fédération et qui n'a jamais participé à des guéguerres qui ont tué, sinon qui ont divisé ce football. C'est une personne neutre, une nouvelle personne qui vient pour des défis à relever. Et je pense que avec l'appui de tout le monde, ça peut aller. Surtout que il y a quelques années, il y avait cette dichotomie entre le comité exécutif et le département des sports. C'est du jamais vu. Et avec l'arrivée de Mazou Baba Cissé, le département des sports et la fédération vont aller en harmonie comme des frères siamois. On peut dire que maintenant, il y a un consensuel qui se met en place. Il montre patte blanche avec ce que vous venez de me dire là. Est-ce que c'est un avantage, vous pensez réellement? C'est plus qu'un avantage. Rapidement, je vais vous dire quelque chose. Un acte qui vient d'être posé. L'UFOA a organisé le tournoi de football féminin U20. C'est le mois prochain.
le Mali n'était pas engagé. Le département des sports s'était désengagé des catégories de jeunes au niveau du football féminin. Les U17 et les U20, ils s'en ont lavé les mains. Maintenant, à l'arrivée de Baba Cissé, tout de suite, après son élection, il a contacté le département des sports et je crois qu'il y a eu un consensus dedans. Le département est prêt à payer les billets. Il n'y aura que les billets à payer pour aller participer à une compétition régionale qui regroupe des pays qui sont moins nantis que le Mali. Donc, ça dit déjà qu'il y a un consensus et c'est tant mieux pour notre football. Merci beaucoup, Baba. Sori, vous pensez que la tâche va être aussi facile? Vous êtes aussi optimiste comme les Baba? Optimiste, si, je l'ai toujours été d'ailleurs, et je pense que quand il évoque ces guéguerres et que je vois aussi les résultats des aigles au fil des compétitions, je me dis finalement, pourvu que ce soit une solution, un déclic pour que les aigles arrivent au moins une fois à soulever la coupe continentale, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette équipe, de faire en sorte que nous, notre équipe aigle homme, puisse voler plus loin dans les cieux africains. En tant que téléspectateur, hormis toute cette guéguerre et disons cette image qu'on a vue, les joueurs qui souvent pensaient ou faisaient savoir que les conditions n'y étaient pas réellement. Quelle est votre crainte par rapport à ce nouveau comité qui se met en place? Ma crainte, et d'ailleurs ça a toujours concerné le football malien, c'est les interférences en réalité. Qu'on le dise ou pas, il y a plusieurs interférences à plusieurs niveaux d'influence, que ce soit au niveau des journalistes de sport, que ce soit au niveau des sponsors, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des supporters. À chaque niveau, chacun veut imposer sa façon, son choix d'homme, ainsi de suite. Donc, vous savez, ce serait très difficile dans ces conditions pour un coach, un encadrement, de pouvoir faire son travail convenablement. Baba, vous pensez qu'il a réellement la niaque? C'est vrai qu'il paraît neutre, il montre patte blanche, il a quand même un score pas des moindres, ça montre combien de fois il est peut-être adulé même. On a trouvé que c'est l'homme providentiel, on va espérer que ce soit l'homme providentiel. Mais vous pensez qu'il a une réelle carrure de leader qui va vraiment se dégager? Moi je pense bien, parce que c'est pas un monsieur qui est tombé du ciel. Il a un passé qui s'impose. Il a une des meilleures académies de football du Mali, Abem Foot Academy, extraordinaire. C'est à Samaniana, à 35 km de Bamako. Tu arrives là-bas, tu ne te sens même pas en Afrique. C'est du haut niveau. Des jeunes qui sont, en tout cas, travaillés pour être des sportifs et des hommes pour la vie. Il y a le sport et les études qui est là. Donc, c'est vraiment un excellent creuset de formation. Ensuite, il a un club qui est monté en Ligue 1 professionnelle, FC Malikoura. C'est dire qu'il a une capacité de management, une capacité de vision. Et c'est cette vision qu'il veut mettre au service du football malien. Mais attention, il n'aura pas un chèque en blanc. Malgré tous les atouts qu'il a, ça ne veut pas dire que d'office, ça va rouler comme sur des roulettes. Il faut l'unification du football. Il faut cette unité. Il faut la complicité entre le département et le comité exécutif. Il faut avoir les meilleurs mots au meilleur moment et attendre également un petit brin de chance. Il a déjà dit dans son programme, il veut la CAN pour le Mali en 6 ans. Et comme son mandat c'est 4 ans, on se pose des questions. Il dit non. Il dit il va faire en sorte qu'on ait une sélection capable de remporter la CAN dans 6 ans. Il y a une CAN en 2027. Si ça ne marche pas, il y a une autre immédiatement en 2028. Et à partir de là, on pourra dire le Mali est parmi les favoris pour la CAN 2032. Puisque la CAN va passer à 4 ans, à ce que je sache par la CAF. Donc voilà un peu sa vision. Et je pense qu'avec un brin de chance, je suis sûr que sur le plan organisationnel, il y a du boulot à faire, parce que, sans mentir, il y a trop de laisser aller dans la gestion de notre football à plusieurs niveaux. Il faut, au-delà de la réconciliation des acteurs, faire des textes adaptés à tout le monde, faire une charte
au niveau des sélections nationales. Et voilà, chacun fait son boulot. Et je suis d'accord avec Maïga, il faut que les interférences soient mises hors de champ réel de bataille. Pas d'interférences, chacun fait son boulot. Au-delà des interférences, je préfère qu'il y ait des complémentarités. Des complémentarités, on a compris, hein, la tâche administrative, managériale va être pas des moindres. Hein. Mais il y a aussi le nerf de la guerre, on sait bien l'argent. Est-ce que vous pensez qu'il aura assez de portefeuille? Parce qu'on sait très bien, hein, le football génère beaucoup d'argent. Hein. Tous ces acteurs qui gravitent autour, voilà. Mon confrère Sori l'a dit ici, il y a trop d'interférences. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'il aura toutes les portefeuilles qu'il faut pour notamment avoir une bonne équipe qui est assez bien équipée déjà et avoir le cash qu'il faut pour avoir l'entraîneur mérité? Non, moi, je pense que oui. Hein. Le portefeuille, il est large. Les entrées d'argent au niveau de la FEMAFOOT, on peut les classer en 3 catégories. Mais c'est 2 catégories qui marchent. Il y a les instances fêtières du football africain et mondial, la CAF et la FIFA. Ça, c'est des entrées d'argent. Ensuite, il y a les partenaires et les sponsors de la FEMAFOOT. Et c'est beaucoup d'argent. C'est ces 2 axes qui marchent. Le 3e acte, ça doit être l'accompagnement de l'État. Sur ce plan, ça n'existe pratiquement pas par rapport au quotidien de la fédération, qui est l'organisation du championnat national et de la Coupe du Mali. Subvention pour la fédération au niveau de l'État, 0 francs. Cependant, l'équipe nationale étant la souveraineté de l'État, l'État prend en charge en totalité l'équipe nationale. Ça, c'est son boulot. Maintenant, avec cette nouvelle configuration, un président qui est considéré comme une personne neutre, qui a pratiquement reçu l'aval de l'État pour dérouler son programme, je pense que l'État sera au petit soin et pour jouer sa partition. Et c'est déjà fait. Il y a déjà un début de solution à cet accompagnement de l'État. C'est l'accompagnement de la fédération pour participer au tournoi U20 des filles qui va se dérouler en Guinée-Bissau au niveau de l'UFOA. Donc, c'est déjà un bon début de collaboration et je pense que si cet argent est bien géré, si cet argent va là où il doit aller, je pense qu'on peut faire des prouesses avec ce nouveau comité exécutif. On peut garder beaucoup d'espoir avec ce nouveau comité, ce nouveau président quand même pour l'instant qui présente patte blanche souris. Quelle stratégie le nouveau président doit pouvoir mettre en place ou avoir pour pouvoir donner une certaine image comme ça, un aperçu? Alors, je crois que d'entrée de jeu, c'est que Baba Sissouma a dit, c'est déjà un atout, un homme consensuel. Quand on arrive à faire régner le consensus au sein de la famille football, je crois que toutes les bonnes portes vont s'ouvrir. Et pour pouvoir, comme on appelle, mobiliser les fonds, je crois qu'il n'y aura pas quasiment d'obstacles pour y arriver. Pour preuve, tous les Maliens aiment le football. Et je crois, pour le football, nous sommes prêts à tout. Merci beaucoup, Sori. Et juste pour ajouter sur Sori, les cartes à jouer, le nouveau président, dès lundi, il se déplace à Vancouver au Canada pour le 76e congrès de la FIFA. La FIFA, c'est le top des tops. Il est invité. Aussitôt arrivé, aussitôt invité, et il va être l'attraction de ce conseil de la FIFA. Et dans les lettres de félicitations, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, l'a bien félicité et a ajouté au plaisir de nous retrouver très prochainement au 76e congrès de la FIFA qui aura lieu à Vancouver. C'est le 30 avril prochain. Donc, tout de suite, il va imprégner les fêtières du football mondial et déjà, il pourra commencer à courtiser les grands pour que le Mali puisse être l'attraction de la FIFA et de la CAF avec le financement de beaucoup de projets. Et c'est faisable. On voit qu'il est déjà à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut espérer à ce stade? Et on va espérer la paix dans le football malien. Et avec lui, on ne va plus dire oui, les adeptes d'un tel dirigeant, les adeptes d'un tel autre. Tout le monde va se retrouver. En tout cas, si c'est pour le football malien, je pense que Mazou Baba Cissé est une chance pour le Mali. Et j'espère bien que ça va marcher. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas, hein, surtout pour le bonheur des Maliens. On attend de voir parce que les Coupes d'Afrique de ces dernières années, c'était compliqué. Hein, c'était vraiment compliqué à regarder parce qu'on n'avait pas cette certitude de pouvoir dire qu'on va très loin. Et ça a été même tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas encore remuer quelque chose dans la plaie, mais Baba est là. Fadima, tu sais, le Malien est dans l'émotion. Sans vous mentir, on n'a pas une sélection où il y a des joueurs de classe internationale. Non. Faites le tour des grands clubs européens, vous ne verrez pas beaucoup de joueurs maliens qui jouent tous les week-ends le premier rôle dans les grands clubs européens. Vous allez à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Le Mali était le seul pays non qualifié à la Coupe du Monde présent dans les 8 dernières équipes au quart de finale. Extraordinaire. Et là, on ne peut pas dire qu'on a été ridicule. On pensait passer devant le Sénégal et on l'a vu, le Sénégal a certes battu le Mali, mais le Sénégal est allé en finale. Il a ensuite remporté le trophée. Donc, c'est dire que le Mali n'a pas été ridicule. Mais c'est vrai que les attentes n'ont pas été comblées, mais nous n'avions pas une équipe à ce moment capable de remporter le trophée. Tant on était un peu au-dessous de la mêlée. Je tiens à rectifier que oui, effectivement, le Mali n'a pas été ridicule. Hein. Personne ne l'a dit. Ah, d'accord. Mais les attentes, malheureusement, ça n'a pas été ce qu'on voulait. Voilà, on va s'arrêter là. D'accord, on s'arrête là. Merci beaucoup. On va aller avec notre prochain sujet. Il s'agit de la première édition du Forum panafricain des médias. C'est pour ça que le secrétaire permanent du Forum panafricain des médias est là sur ce plateau. Il va nous dire le forum qui s'annonce très prochainement du 3 au 6 mai. C'est quoi, en gros, pour nos téléspectateurs? Le Forum panafricain des médias, c'est le rassemblement des experts, des spécialistes des questions médiatiques pour se prononcer sur les défis liés au secteur. Il s'agit non seulement de s'attaquer aux défis, mais de créer un espace médiatique solide et solidaire. Est-ce que ça prend en compte un peu ce qu'on voit aujourd'hui, le langage qui se dégage aujourd'hui? On parle beaucoup de guerre informationnelle, on parle beaucoup d'éthique, de déontologie, plus particulièrement concernant l'espace médiatique malien, notamment les réseaux sociaux aujourd'hui, leur place et tout. Toutes ces questions vont être traitées pendant le forum? Justement, il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées au cours de cette première édition du FOPA. Et nous allons parler de désinformation, naturellement, du numérique, de l'intelligence artificielle, de la pression économique et surtout des enjeux sécuritaires. Et donc, ces thèmes seront répartis entre 3 panels et 3 tables rondes. Quels sont les objectifs réellement du forum? L'objectif du forum, c'est d'abord de créer un cadre d'échange entre les médias africains et faciliter la collaboration entre les acteurs du secteur. Pour pouvoir, c'est une sorte de passerelle que nous allons mettre en place entre différents acteurs, entre différents médias du continent. Et la place de l'économie dans tout ça, vous avez dit que vous allez en parler. Mais aujourd'hui, on sait que l'économie, actuellement, elle est un petit peu assez pas très stable. Comment les entreprises de médias... on sait qu'au Mali, il n'y a pas de groupement de médias en tant que tel, comme on peut voir dans des pays voisins. Mais est-ce que la question de l'économie serait vraiment au cœur de ce forum? Absolument. Autant que cette question est importante, autant que la question liée à la désinformation aussi l'est. Les modèles économiques pour les médias, il va falloir s'y pencher pour créer de véritables entreprises de presse pour permettre aux hommes de médias de vivre de leur métier. Et des panels sont consacrés à cette thématique et des experts
sur le sujet et vont être invités pour la prise de parole. L'AES sera au cœur de tout ça? L'AES, oui, c'est un forum panafricaniste et ça concerne les États de l'AES. Et au-delà des États de l'AES, il y a aussi les États africains qui sont invités. À peu près une vingtaine de pays sont concernés pour cette première édition. Quand même, il y aura des tables rondes, des panels. On peut avoir une idée des panélistes un petit peu. Il y aura beaucoup de panélistes maliens, beaucoup aussi viendront de l'international. Il y a des grandes figures de presse. Absolument, il y aura des panélistes maliens, notamment il y a Salif Sanogo qui va figurer. Il y a le GEPAC à travers Danyoko, le groupement des patrons des trucs de communication, des agences de communication. Et je crois que vous faites partie également exactement à ce niveau. Et donc au plan international, il y aura l'ancien dirigeant de Studio Tamani, Martin Faye. Et il y aura aussi l'ancien directeur de la maison de la presse de Côte d'Ivoire, M. Karamogo Bamba aussi, qui va animer un panel. Donc c'est des éminents spécialistes des différentes questions, des différents problèmes qui assaillent la presse aujourd'hui, qui vont être là pour partager leur expérience avec les autres confrères, les autres consoeurs. Merci beaucoup. Baba, par rapport au forum, peut-être que vous avez aussi des attentes en tant que journaliste de sport. C'est vrai que le sport ne sera peut-être pas au cœur, mais par rapport au forum, que 2-3 mots là-dessus. D'abord, moi, c'est une fierté pour moi en tant que journaliste tout court. Et je dirais qu'il est mieux vaut tard que jamais. Et j'applaudis des deux mains pour cette première édition qui, si elle n'était pas arrivée, il fallait l'inventer. Je crois que l'Afrique doit se retrouver. L'Afrique doit avoir son identité pour contrer un peu les médias mainstream, les médias de l'Occident, qui pour beaucoup d'entre nous sont des médias de référence. On a fait pratiquement les mêmes écoles. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais il faut que ce complexe de supériorité qu'on les donne soit banni. Qu'on sache que l'Africain a une éminence grise, que l'Africain peut se défendre, l'Africain peut mieux parler de l'Afrique que les Occidentaux. Et je crois que ce panel, disons, ce forum est la bienvenue et je vais dire bravo aux organisateurs. J'espère tout simplement que l'organisation sera à la hauteur, que les timings et les temps seront respectés et que la presse soit au cœur de cet événement pour que l'Afrique soit indépendante par rapport à la communication, par rapport à contrer les médias mainstream par rapport aux fake news, parce que généralement, c'est ces médias qui nous envahissent à travers les presses internationales. Et je crois qu'il était temps que ce forum arrive. Et je dis bravo, bienvenue. Bienvenue au forum. Vous êtes à quel niveau d'organisation de ce forum? C'est quand même assez colossal. Hein? Le Mali n'en a jamais connu. Je pense que c'est une première d'avoir un forum panafricain au Mali. C'est la première édition. En organisation, vous êtes à quel niveau? Vous l'avez signalé, hein, nous sommes à notre première édition. En termes d'organisation, je crois, à la date d'aujourd'hui, toutes les thématiques qui doivent être animées au niveau des différents panels sont déclinées. Les TDR sont validés, les invitations ont été envoyées et nous sommes sur le point d'attendre d'envoyer juste les invitations aux différents participants, tant au plan national qu'international, pour pouvoir faire le déplacement. Tout est quasiment fin prêt en termes d'organisation à la date d'aujourd'hui. Vous êtes assez bien avancé. Quelle vision ce forum vise au fil des années? Elle veut dégager quoi comme vision à long terme? En fait, ce forum, en réalité, est une initiative panafricaine axée sur la solidarité entre les médias africains. Et sur le long terme, c'est vraiment de créer des cadres de partenariat entre les médias africains,
puisque souvent pour une actualité qui concerne le Mali, il faut se référer aux agences de presse qui sont liées souvent à des structures qui sont hors du continent, alors qu'on aurait pu juste établir un partenariat entre une radio ici à Bamako et une autre à Ouagadougou au Niger ou ailleurs, où nous avons la possibilité d'avoir de l'information de première main, sans d'autres variations, sans d'autres interférences. Donc c'est de faciliter cette interconnexion, cette connexion entre les acteurs des médias pour pouvoir vraiment faciliter la communication. Parce que Baba, il a dit, tout le combat qui se mène aujourd'hui, c'est autour du narratif. Et celui qui prend le dessus sur le narratif, prend le dessus sur tout. Donc il faut que l'Afrique s'approprie son narratif et de la façon la plus souveraine. Et c'est incarné ici une certaine souveraineté à travers ce forum. Il s'agit de voir les approches surtout en réalité, parce que pour les nostalgiques, il y a eu des radios comme Africa numéro 1. Tout le monde a connu l'impact de cette radio sur le continent. Mais cette radio, elle est morte comme ça. Et les médias occidentaux, aujourd'hui, ont envahi tout le continent. Et un Malien, dans un coin plus reculé, est capable d'être en contact avec ces radios internationales, s'exprimant dans leur langue locale pour leur donner l'information. Vous voyez déjà le vide qui est laissé. C'est de travailler à ne pas laisser ce vide-là. Et tant que ce vide-là est laissé, il va être comblé. Et pour ne pas laisser de vide à combler par X ou par Y, il revient aux Africains de s'approprier leur histoire, de raconter leur histoire, de prendre le contrôle de leur narratif. En tout cas, merci beaucoup. Le forum prendra le contrôle, vous êtes sûr, très prochainement. Je n'ai aucun doute par rapport à ça, au regard de l'engagement, de la détermination des participants, puisque ce forum suscite, je vous le dis, un réel engouement au niveau des médias, au plan national et international. Il y a beaucoup, malheureusement, qui souhaitent participer à ce forum, mais pour ce premier coup, il va falloir qu'ils attendent leur tour. Nous avons lancé les invitations, nous avons vu ce que ça a suscité, mais pour les prochaines éditions, c'est des aspects que nous allons pouvoir prendre en compte pour des raisons organisationnelles. Il va falloir quand même se fixer un certain nombre de limites pour ne pas vraiment déborder. Qui présidera ce forum ? On peut s'attendre au président de la transition. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, c'est lui qui en principe doit présider la cérémonie. Le 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cela, les journalistes locaux ici au pays? C'est vrai qu'ils vont participer à tous ces travaux, mais au sortir de ce forum, quelle satisfaction les journalistes locaux doivent pouvoir avoir? Au-delà des journalistes locaux, tous les journalistes, tous les participants, puisqu'il ne s'agit pas que de journalistes pour le FOPAM, tous ceux qui gravitent autour des médias ont quand même leur part à trouver. Ici, il y a les régulateurs qui font partie, il y a des chercheurs, des universitaires qui vont venir, il y a les agences de communication, comme j'ai eu à vous le signaler. Donc, tous ceux qui prennent part quand même vont bénéficier de formation, puisque c'est au moins plus de 250 professionnels qui vont bénéficier de renforcement de capacité. Et ce serait quoi? Ce serait aussi du réseautage qui va se faire, puisque le Mali s'ouvre à l'Afrique. Et tous ces spécialistes, tous ces journalistes de grands noms, tous ces hommes de médias de grands noms vont se retrouver ici à Bamako. Et donc, c'est l'occasion d'établir aussi des cadres de collaboration durable avec ces acteurs. Donc, en plus de ce réseautage-là, c'est des choses à prendre en compte. C'est très important. Ok, merci beaucoup. Baba, peut-être vous avez une question. Oui, moi, je voulais juste savoir quel est le coût, parce que c'est une grande première et je pense que vous avez ratissé large. Vous voulez faire un truc costaud pour votre baptême du feu. Le budget, quel est le budget et comment vous allez l'accueillir, ce budget? Alors, pour cette première édition, c'est juste des objectifs que la commission d'organisation s'est fixé. Ça reste un budget approximatif de 200 millions
Et si la commission d'organisation arrive à mobiliser les montants, c'est tant mieux. Mais vu la détermination, l'argent ne va pas être le facteur bloquant pour la réussite de cet événement, puisque l'enjeu en vaut vraiment la peine. Vous avez déjà pas mal de partenaires qui se sont fait annoncer. Il y a des partenaires qui se sont manifestés. Et le premier partenaire d'ailleurs, je le dis par rapport à cette première édition, c'est l'État du Mali, c'est le gouvernement, c'est la présidence de la République. Nous avons tout le soutien des plus hautes autorités pour pouvoir réaliser ce premier rendez-vous panafricain, continental et surtout au regard du contexte du pays. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour terminer ce sujet sur ce plateau par rapport au forum? Ce qu'il faut retenir, c'est que les médias africains aujourd'hui ont besoin de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Et se mettre ensemble, c'est la seule solution pour se renforcer. Une fois affaibli, vous êtes écrasé, vous êtes racheté. Donc c'est de faire en sorte que cela n'arrive pas. Pour que l'Afrique puisse entendre sa vraie voix, la voix propre à l'Afrique, il faut que c'est l'Afrique qui raconte son histoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Baba, on va aller avec notre prochain sujet, le dernier. Il s'agit d'un sujet régional du côté du Burkina Faso. C'est la visite du président en exercice de l'Union africaine qui s'est rendu au Burkina Faso en date du 16 avril. Sori, vous avez regardé un petit peu ça, l'Union africaine qui se retrouve au Burkina. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de pouvoir adoucir quelque part l'aspect coopération avec l'AES? Parce que le Burkina, on sait que c'est le président, le capitaine Ibrahim Traoré qui est à la tête de l'AES. Est-ce que c'est un signal fort, on peut dire? C'est en tout cas un signal fort, mais je rappelle que l'Union africaine n'a quasiment pas durci le ton avec l'AES. Et je crois d'ailleurs c'est ce qui fait Elle est restée inactive aussi souvent. Oui, elle est restée inactive, mais peut-être que c'est la diplomatie à l'Union africaine. Mais bon, là où ça corsait vraiment, c'était beaucoup plus avec la CEDEAO que l'Union africaine. Et je crois la carte qui se joue aujourd'hui, c'est en faveur quand même d'un rapprochement entre ces deux organisations et peut-être au-delà de l'Union africaine, un rapprochement aussi avec la CEDEAO, puisque, vous le savez, il y a le Togo qui offre ses services allant dans ce sens et le tout nouveau président béninois s'inscrit dans cette même dynamique. En bref, l'Union africaine se doit de garder quand même cette unité au niveau du continent, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Baba, l'Union africaine qui rend visite quelque part, le président en exercice, qui se rend au Burkina. Quel aperçu vous faites de tout ça? Moi, je suis très content d'abord parce que c'est une grande première. Et vous l'avez signalé dans vos propos, l'Union africaine est restée inactive pendant un bon bout de temps et l'arrivée du président en exercice de l'Union africaine au Burkina Faso, pour moi, c'est un signal fort par rapport à la reconnaissance de l'AES. Aujourd'hui, l'AES est une réalité. L'AES, c'est une entité qui fait rêver. Aujourd'hui, l'AES, être avec l'AES, c'est avoir une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest avec soi. L'AES, aujourd'hui, c'est un combat panafricain. Et je crois que cela est activé, cela est su, et aujourd'hui, il faudra compter avec l'AES. Donc, c'est dire que l'Union africaine est dans son rôle, c'est un rôle d'unification de l'Afrique, faciliter les relations entre l'AES et l'Union africaine, et comme Maïga l'a dit en parallèle, c'est peut-être aussi glisser sur l'instance sous-régionale qui est la CEDEAO. C'est vrai que la CEDEAO aussi a ses médiateurs, mais je crois qu'aujourd'hui, il est connu et su de tous que l'Alliance des États du Sahel, AES, est une réalité. C'est un groupement qui fait rêver, avec lequel il faudra compter.
Vous pensez qu'à travers cette visite-là, on peut espérer une certaine collaboration assez directe, assez étroite, AES-CEDEAO qui repartent de plus belle? Bon, pour la CEDEAO, je ne sais pas trop parce que, à ce que je sache, l'AES a déjà dit non à un retour au niveau de la CEDEAO, mais je n'ai pas une boule de cristal pour dire que de quoi demain sera fait. Mais pour le moment, l'AES s'est fixé des objectifs, c'est le respect de sa souveraineté. Et ça, on ne peut pas discuter de ça. Et vous avez vu, les États-Unis sont en train d'arriver sur la pointe des pieds avec un financement sécuritaire de combien de milliards, plus de 114 milliards de dollars, et une partie sera consacrée à l'AES. C'est dire qu'aujourd'hui, l'AES est une réalité, et l'AES aujourd'hui est fier d'être un gros représentant de l'Afrique qui a une souveraineté retrouvée, comme le disaient certains de nos dirigeants. En tout cas, pour moi, c'est plus une relation entre l'AES et l'Union africaine, peut-être par ricochet la CEDEAO. Mais je crois que tout cela est une question de souveraineté africaine pour que l'Afrique se retrouve et l'Afrique soit souveraine pour choisir ses partenaires individuellement selon les pays. Merci beaucoup, Soy. Vous pensez que l'Afrique peut se retrouver si l'AES et la CEDEAO ne se retrouvent pas? L'Afrique se retrouver, absolument. L'Afrique peut se retrouver, que l'AES et la CEDEAO ne se retrouvent pas, ne pose pas de problème. Mais en termes de diplomatie, je crois qu'il faut toujours donner la chance à ce que ces deux entités puissent échanger en réalité. Puisque intégrer la CEDEAO ne met pas fin à l'AES en tant que structure, en tant qu'alliance des États. Mais si les dirigeants de l'AES, dans leur approche, estiment qu'ils ont atteint un point de non-retour et qu'ils ne vont pas reculer, c'est tant mieux, ils peuvent suivre leur chemin. Mais une chose est sûre, l'AES et les États de la CEDEAO vont toujours aller ensemble puisque c'est les mêmes peuples en réalité. Est-ce que donc de ce fait, vous confirmez un peu ce que disait le président béninois, l'ex-président béninois Patrice Talon, qui disait que nos pays restent, mais les dirigeants partiront un jour? Exactement, et je crois que avec déjà, je l'ai signalé au départ, l'approche du nouveau président béninois, je crois que les positions vont s'adoucir. On ne sait pas, peut-être avec même les dirigeants de l'AES, peut-être qu'ils vont révisiter leur position, parce que moi je pense qu'il faut travailler à changer la gouvernance au sein de la CEDEAO. Je crois que le discours que les dirigeants de l'AES tiennent aujourd'hui, c'est ce même discours que Sonko et Diomaye au niveau du Sénégal tiennent. Donc la politique de la chaise vide ne permet pas vraiment d'apporter le changement souhaité. J'aurais souhaité qu'il soit au sein de la CEDEAO et travailler à changer la gouvernance à l'interne de cette organisation. Mais du moment que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut envisager dans les prochains mois, années à venir? Ah oui, comme Baba le disait, ne disposant pas de boule de cristal, effectivement, ce serait très difficile de se projeter. Et j'ai comme l'impression que les États de l'AES cherchent une sorte de débouché sur la mer, et avec leur rapprochement avec le Togo, je crois que cette question va être probablement réglée. On ne sait jamais. Et peut-être qu'ils assurent leurs arrières à travers cette démarche et qui sont peut-être déterminés à jamais à ne plus revenir au niveau de la CEDEAO. Vous observez l'Union africaine un petit peu absente, ça on l'a dit, elle est un coup présente et beaucoup de fois très absente. Là, on voit une manœuvre d'équilibriste avec cette visite quelque part. On se pose des questions, l'approche que veut avoir le président du comité exécutif de l'Union africaine. Est-ce qu'ils peuvent vraiment influer un petit peu sur la géopolitique et le regard que peut avoir les chefs d'État de l'AES? En ce qui concerne l'Union africaine, vous savez, la gouvernance au niveau de ces entités, souvent
est en déphasage avec la vision des peuples. Et c'est ce qui explique souvent les couacs en réalité. L'AES, disons, la CEDEAO, elle a été maladroite dans son approche diplomatique. Et je crois que l'Union africaine fait tout pour ne pas commettre d'impair à ce niveau. Mais ces organisations doivent être indépendantes pour pouvoir prendre des décisions en phase avec leur communauté. Des organisations qui sont financées par d'autres organisations extérieures, ils seront toujours exposés aux desiderata de ces organisations qui les financent. D'où souvent la frustration au niveau des décisions qui ne font pas l'unanimité au sein des communautés pour lesquelles ils sont censés être là. D'accord. Baba. Oui, au fait, Fadima, moi je voulais dire que l'AES est une entité reconnue. C'est ce que vient même de démontrer le président de la Commission de l'Union africaine à travers sa visite au Burkina Faso. L'AES est aujourd'hui une entité reconnue. La CEDEAO est une entité. L'AES et la CEDEAO vont travaillent ensemble. Et au niveau de l'AES, individuellement, les pays peuvent faire des coopérations bilatérales. Et entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a cette collaboration. Entre le Mali et surtout la Guinée-Conakry, qui fait partie de la CEDEAO, c'est des bons rapports de voisinage. Et également, imaginez entre le Niger et l'Algérie. Et vous savez, on est des pays voisins, mais l'AES, dissoudre l'AES dans la CEDEAO, je pense que ça va être difficile. Chaque entité existe et les entités vont collaborer. Et à l'intérieur des entités, les pays individuellement vont faire des relations bilatérales et même multilatérales. Donc, on va vivre en symbiose. Chacun va respecter l'autre. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. On arrive à la fin de nos sujets. On se dit sûrement à très prochainement sur ce plateau téléspectateur de Mandé TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Baba Sissouma. Il est journaliste de sport, directeur général de Maliba TV 1. Baba. Oui. On s'est dit à la prochaine. Avec plaisir, Fadima. Avec une note d'espoir pour la FEMAFoot, je pense. Pour la FEMAFoot et pour le football malien. Belle note d'espoir. Merci beaucoup. C'est moi. Deuxième personne sur ce plateau, invité, Monsieur Souri Ibrahim Maïga. Il est journaliste, coordinateur du groupe Média Renaissance. Il est le secrétaire permanent du Forum panafricain des médias. On va dire quoi? Bonne chance, bon vent, que la fête soit belle. Oui. Pour le forum. Tout à fait. Et on souhaite la bienvenue à tous les Africains en terre africaine du Mali du 3 au 6 mai prochain. Et on demande surtout aux journalistes d'être très mobilisés. Absolument, très mobilisés, très productifs aussi. Très productifs aussi par rapport à ça. Merci beaucoup, Souri. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Je salue la diaspora qui nous regarde par le monde. Allez-y également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine pour un autre plateau, même jour, même heure. Au revoir.